Avant de démarrer, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi d'être parmi vous ce soir pour cette troisième séance pour la logistique. On commencera tout d'abord notre séance avec d'abord un récapitulatif de la séance dernière et on enchaînera avec notre cours de cette séance, donc le programme de cette séance qui concerne toujours les différents processus de la chaîne logistique interne de l'entreprise. Bien, donc comme récapitulatif, d'abord, on ira ensemble pour voir quels sont les différents processus de la chaîne logistique interne de l'entreprise. Et on s'est arrêté la séance dernière sur le processus, donc on a vu les prévisions, les achats et ensuite les approvisionnements. Et on s'est arrêté à ce niveau-là. On va faire un petit récapitulatif pour pouvoir justement enchaîner sur la suite. Alors, je vais me remettre juste sur justement les slides sur lesquels on s'est arrêté la séance dernière. Bien, donc, on a dit la séance dernière, on a parlé de cette chaîne de valeur au sein de l'entreprise qui est une chaîne interne constituée de processus. Et ces processus-là, ils opèrent à 3 niveaux. En amont, en interne, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, et en aval de cette même chaîne interne, depuis le fournisseur jusqu'au client. Et pourquoi on devait faire ça? Si vous vous rappelez bien, on a parlé de ça pour pouvoir ramener le fameux triangle d'or, le fameux QCD au sein de l'entreprise. Rappelez-vous également qu'est-ce qu'on avait bien mentionné sur cette partie-là. On avait dit qu'une entreprise a l'obligation de faire 3 éléments importants pour que sa chaîne de valeur soit une chaîne forte. D'abord, accélérer les flux. Ensuite, diminuer tout ce qui est rupture de charge. Donc, accélérer les flux, premièrement, ça veut dire accélérer les flux d'informations et réduire au maximum ces flux physiques, c'est-à-dire rendre ces processus encore plus forts. Diminuer tout ce qui est rupture de charge, c'est-à-dire tout ce qui est perte, waste au niveau du fonctionnement de l'ensemble de ces processus et que ces processus soient des processus en interaction transverse. On fera un petit rappel également sur ce que c'est les processus pour les personnes qui viennent de se joindre à nous à cette séance. Également, on a parlé que l'importance aussi de revoir les stocks et de tendre à les réduire. Les stocks sont des charges pour une entreprise, donc réduire les stocks dans l'entreprise et avoir le juste stock nécessaire. J'en ai parlé la dernière fois également du nouveau concept stratégique de la supply chain. J'ai dit juste son nom. Bon, je ne l'ai pas évoqué, mais je l'ai dit son nom en fait lors des questions. Et je l'ai promis pour les dernières séances lorsqu'on arrivera, Inch'Allah, vers la partie stratégique au niveau de la supply chain. Là, on est dans la partie de base, les basics au niveau de la logistique de l'entreprise. Et donc, sur ce point-là, j'ai parlé de l'ensemble des processus internes et il faudrait qu'on maximise ce QCD au sein de cette chaîne interne, de ces processus. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur les processus? Donc, ce sont l'ensemble des processus internes qui constituent la chaîne d'une entreprise, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et qu'est-ce que c'est déjà un processus? Pour rappel, qu'est-ce que c'est un processus? J'en avais parlé, c'est un ensemble d'activités. C'est un ensemble d'activités transformant des données d'entrée, des inputs en outputs. Grâce à quoi? Qu'est-ce qui est mis à nos dispositions pour pouvoir piloter correctement ce processus ou ces processus? Ce sont des ressources qu'il faudrait bien dimensionner, on avait dit. Ils sont en nombre de 3, la ressource humaine, matérielle et financière. Il faut bien les dimensionner aux justes besoins pour pouvoir bien et mieux piloter nos processus. Mais qu'est-ce qui nous permettra de savoir est-ce que notre processus est fort ou malheureusement il est faible, il rendra l'ensemble des autres processus de l'entreprise faible? Il faudrait qu'on pilote ça grâce à des tableaux de bord, des indicateurs qui contenant ces tableaux de bord, contenant des indicateurs de performance et de suivi. Quand on veut piloter
ce processus-là, pour transporter du point A au point B, on a à nos dispositions 3 ressources, humaines, financières et matérielles. Et donc, il faudrait justement bien les piloter. Mais comment donc, et pour que je puisse d'abord transformer mes inputs en output. Mais comment? Grâce à quoi? À des outils d'aide à la décision qui sont les fameux tableaux de bord et qui contiennent les indicateurs de pilotage, indicateurs de suivi et de performance. Tout cela justement pour optimiser notre output, nos données de sortie. Et plus les données de sortie, sur le slide ça se voit, donc les données de sortie d'un processus sont forts, sont qualité, coût et délai, donc l'input des autres processus serait fort. Et donc il suffit qu'un maillon est faible, il peut nous rendre toute notre chaîne interne de l'entreprise faible. Alors justement, on voulait zoomer sur les processus principaux de l'entreprise. Et les processus principaux de cette entreprise, ou plutôt les processus de la chaîne logistique, je voulais dire, c'est des processus qui s'enchaînent dans un enchaînement depuis l'amont vers l'aval. Les prévisions, d'abord, c'est les prévisions, on a parlé des prévisions de vente, qui sont transformées en prévisions d'achat grâce, en fait, en fonction de la catégorie de l'entreprise. On en avait déjà parlé. Ensuite, on a enchaîné avec le processus achat. En résumé, on a parlé du processus achat en 4 verbes. Les 4 verbes dont on a parlé: prospecter, négocier, contractualiser, stop, il arrête le processus achat. Les autres processus continuent et il revient ensuite le processus achat pour réaliser le 4e verbe qui est l'évaluation du fournisseur. Et l'évaluation, on a parlé que l'évaluation du fournisseur, c'est une activité de ce processus qui est extrêmement importante. C'est le garant pour être sûr que les fournisseurs avec lesquels on travaille sont toujours forts. Et on continue à tirer le fameux QCD de la part de ces fournisseurs en leur exigeant la qualité, le coût et le délai. C'est-à-dire que nos fournisseurs sont toujours les meilleurs par rapport à nos exigences qualité, qui livrent dans les délais et qui sont les plus bas sur le marché par rapport à notre qualité et nos délais qu'on exige. Donc sur les achats, on est rentré sur les achats, on a pris beaucoup d'exemples. Si vous vous rappelez l'exemple de la mamie et de Hussein également, qui réalisent ce processus. Et donc j'ai dit que n'importe quel processus, et vous voyez que je ne parle pas d'organisation, je ne suis pas obligée d'avoir une structure, une organisation pour avoir ce processus. Ce processus-là existe dans n'importe quelle catégorie, type, dimension d'une entreprise. Petite, moyenne, grande. Même à la maison, on l'a vu, la mamie qui s'occupe et réalise le processus achat. Processus achat, c'est justement réaliser les 4 verbes dont on a souhaité. Et le fait d'avoir une organisation achat d'une entreprise, ça répond aux besoins de cette entreprise, puisque cette entreprise nécessite justement de centraliser cette fonction-là pour pouvoir optimiser la réalisation de ce processus. Et donc, je ne suis pas obligée d'avoir une organisation. Par exemple, Hussein n'a pas une organisation achat, mais il a le processus achat. Il réalise tous ces verbes-là. La même chose dans n'importe quelle entité et entreprise, il y a ce processus. On est passé ensuite au processus approvisionnement et on a parlé justement la séance dernière sur ce processus-là, c'est quoi et la différence avec les achats. L'approvisionnement, on a compris qu'il y a une différence entre acheter et approvisionner dans le jargon. L'approvisionnement, procurement, cet acte ou c'est un processus de quoi? De concrétiser justement le besoin de l'entreprise par la passation d'une commande, soit auprès d'un fournisseur qu'on a déjà prospecté, négocié et contractualisé grâce au processus achat, soit encore répondre aux besoins de l'entreprise dans notre atelier, c'est-à-dire lancer un ordre de fabrication. Dans le premier cas, j'ai lancé un ordre d'achat et dans le deuxième cas, j'ai lancé un ordre de fabrication nécessaire pour pouvoir fabriquer un autre produit. Et donc, dans les deux cas, je dois gérer justement cet approvisionnement. Ça veut dire répondre aux besoins de l'entreprise, de ce produit dont j'en ai besoin pour la réalisation d'un autre produit, selon ce qu'on va voir après, selon la nomenclature de mon produit fini,
ou encore c'est pour pouvoir l'acquérir, pour pouvoir le distribuer et le vendre. Donc dans les deux cas, j'ai besoin de ce processus d'approvisionnement. La même chose même dans le service, on l'avait dit, et ce processus nécessite une maîtrise parfaite de la situation de l'entreprise pour définir quelle est la politique d'approvisionnement nécessaire pour pouvoir approvisionner la quantité dont on a besoin, dans les délais dont on a besoin et au plus bas coût. Ce qui ne va pas nous générer de coûts de possession de stock, ni des coûts de passation de commande élevés. Il faudrait qu'on essaye de réduire au maximum ces deux-là, sinon le processus approvisionnement va nous coûter excessivement cher. Et on a dit que l'output de ce processus doit être QCD. Il ne doit pas nous générer des surstocks et surtout pas des ruptures de stock. Donc, ce processus-là, c'est ça en fait. C'est finalement, je l'ai résumé en 2 mots, la séance dernière, de façon vulgarisée, en disant dans la vie de tous les jours, j'ai dit c'est le fait de nqda. Le fait que nqda, je sais très bien là où je vais l'acquérir ce produit, et donc je dois définir la quantité et le délai dont j'en ai besoin. Maintenant, on a approvisionné, on a passé la commande, que ce soit au fournisseur, que ce soit justement à notre atelier de production pour la fabrication de ce semi-fini ou ce produit dont j'en ai besoin pour pouvoir continuer en fait la réalisation de mon activité. Qu'est-ce qui prend la main? Alors, ne vous inquiétez pas pour les gens qui disent que c'est trop résumé par rapport aux achats à pro. Oui, on est en train de faire les différents processus. Les séances qui vont venir après, qu'est-ce que c'est? On va rentrer dans la stratégie de chaque processus pour pouvoir piloter. On monte en compétence là-dessus. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on va rentrer dans les différentes politiques d'approvisionnement, les stratégies, les théories, exactement pour pouvoir définir et choisir quelle politique et dans quel cadre le faire. On va rentrer beaucoup plus en détail sur ces politiques d'approvisionnement. Et également pour le processus achat, bien sûr. Alors, je disais, une fois qu'on a acheté, on a approvisionné, la chaîne logistique est toujours opérationnelle. Donc, une fois qu'on a approvisionné, plusieurs maillons support et processus support vont prendre la main. Mais une fois c'est le cas, quel est le processus qui va suivre? Après ce processus approvisionnement, il s'agit de la logistique en amont. Et c'est l'objet de notre séance d'aujourd'hui. La logistique en amont, c'est quoi? La logistique en amont, c'est un gros processus. Pourquoi un gros? Parce qu'il peut englober, il englobe 3 sous-processus au sein de cette activité de logistique en amont. D'abord, pourquoi on l'appelle en amont? On l'appelle en amont parce que c'est un processus de logistique qui contient des activités logistiques qui sont en amont de l'activité qu'on réalise, c'est-à-dire en amont de la production ou en amont de l'activité de distribution, donc en amont de la chaîne. Généralement, ces termes de logistique en amont et logistique en aval, on le trouve généralement principalement dans la catégorie d'entreprise industrielle. Donc, dans la catégorie distribution ou service, la logistique en amont et en aval, ils sont superposés. Donc, on trouve logistique. On va rentrer dans cette spécificité-là une fois que j'aurai expliqué et détaillé beaucoup plus qu'est-ce que c'est la logistique en amont. Et forcément, on aura besoin, bien sûr, plus tard, de la logistique en aval dans le cas d'une entreprise industrielle. Alors, une fois qu'on a approvisionné, c'est-à-dire qu'on a concrétisé l'acte d'achat par la passation de commandes auprès d'un fournisseur, par exemple. Donc, le processus logistique amont va démarrer par un de ces processus. Lequel? Il faut ramener la marchandise. Il faudrait la transporter. La transporter de chez qui? Depuis le fournisseur vers le client. Bon, la plupart vont me dire, mais qui va réaliser ce transport? Le fournisseur ou le client? Ça dépend de ce qui a été négocié au sein de cette entreprise par le processus achat avec le processus commercial au sein du fournisseur. C'est-à-dire que le fournisseur et le client ont négocié. Et donc, si la négociation était à l'international, ça veut dire qu'on a passé commande auprès d'un fournisseur à l'international qui a été choisi par le processus achat, on serait amené à négocier justement ce qu'on appelle les INCOTERMS, International Commercial Terms.
Et ces incoterms-là, on va les aborder justement en détail lorsqu'on va traiter le processus transport en détail lors des futures séances. Alors, maintenant, on voudrait savoir en globalité, c'est quoi ce transport? Il s'agit de transport en amont, bien sûr. Il fait partie de la logistique en amont, donc forcément, ça serait le transport en amont. Comment on explique ce que c'est le transport en amont? C'est ce que je vous ai mis au niveau du slide, indiqué TI amont. TI, ça veut dire transport international en amont lorsqu'il s'agit de transport international. Transport national lorsqu'il s'agit d'un transport national, mais toujours ça va être amont, c'est-à-dire qu'il va nous transporter tout ce qu'on a acheté. Tout ce qui a été acheté, vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai acheté transport inclus. Bah, vous avez acheté transport inclus, ou c'est vous-même qui vous occupez de ce que vous avez, du transport de ce que vous avez acheté, le processus transport, vous l'avez. Votre marchandise que vous avez achetée est en train d'être transportée. Ça dépend de votre stratégie au niveau de ce processus transport. Est-ce que vous allez le faire ou vous allez le faire faire, soit inclus dans le prix d'achat auprès de votre fournisseur, soit qui n'est pas inclus au prix d'achat, dans le prix d'achat, mais externalisé ou encore sous-traité à votre fournisseur et prestataire de transport. Alors, c'est qui ce prestataire de transport? Comment le choisir? Quelles sont les exigences et les spécificités au niveau de ce processus-là? Justement, on va le détailler au niveau du processus transport. Mais il faudrait justement qu'on rentre un peu je veux dire en grosso modo ou encore en général sur ce processus-là. Alors, la meilleure façon de faire, c'est de le faire en international. C'est-à-dire que si le fournisseur est à l'international, entre votre fournisseur à l'international et vous, le client, il y aurait 7 étapes de transport. Les 7 étapes de transport depuis votre fournisseur jusqu'à chez vous. Maintenant, qui va faire ces étapes-là? Qui va les payer et qui va les réaliser? Ça dépend de ce que vous avez négocié dans votre contrat. Et donc, ça dépend de l'Incoterm qui a été négocié. Alors, quelles sont ces 7 étapes en globalité? On va les énumérer ensemble, on va en parler pour cette séance, mais on va les détailler dans la séance de transport. La première étape, c'est quoi? C'est le préacheminement au niveau du transport international. Il s'agit du préacheminement. Le préacheminement, c'est un transport national depuis le fournisseur jusqu'à la frontière de départ du pays de vente. Elle est suivie par les formalités douanières à l'export, qui sont la déclaration douanière auprès de la douane du pays qui a vendu pour pouvoir faire sortir la marchandise depuis le pays de vente jusqu'au pays d'achat. C'est une déclaration douanière à l'export. Ensuite, il y a l'étape du chargement sur le transport international, maritime, aérien, routier, ferroviaire, etc. Mais le transport international, le transport principal. Ensuite, il y a le transport principal en lui-même qui doit être réalisé justement par un opérateur ou une compagnie de transport à l'international, maritime, aérienne, routière. C'est le transport à l'international, c'est le transporteur à l'international. On est à la 4e étape, j'en ai parlé de 7. Je suis ensuite à la 5e étape qui est le déchargement. Une fois arrivée la marchandise, il faut la décharger de ce transport international. C'est une étape principale de ce transport ou de ce processus-là. Ensuite vient la 6e étape qui est, une fois déchargée, il faudrait faire quoi? Il faut déclarer, diwana, il faut déclarer la marchandise à l'import, plus payer les droits de douane et taxes, qui sont les redevances douanières à l'arrivée de cette marchandise, en fonction bien sûr de la provenance et également en fonction du contrat de libre-échange de ce pays acheteur par rapport à ce pays qui est vendeur. On va aborder ces éléments-là lors de ce processus de transport en détail, comme j'avais dit. Et ensuite, on a le dernière étape qui est le post-acheminement, qui est le transport national à l'arrivée, c'est-à-dire depuis le transport, depuis l'arrivée jusqu'à livraison, le site du client. Alors, toutes ces étapes-là, ils sont en étape de 7. On va ajouter aussi 2 autres étapes qui ne sont pas transport pour constituer nos fameux Incoterms, les
termes commerciaux internationaux qui sont aujourd'hui en nombre, toujours en nombre de 11 avec la nouvelle version 2020. Alors, justement, c'est cette étape-là, plus les deux autres étapes qui sont emballage et assurance du transport international, on se retrouvera avec les 9 étapes. La question qui se pose pour le pilote de ce processus-là, et il a intérêt aussi, et il a intérêt à ce que ce processus-là soit un maillon fort. Parce que imaginez que toutes ces étapes ne sont pas réalisées correctement, ou sont réalisées correctement, mais ne sont pas réalisées dans les délais auxquels ils sont souhaités. Ou encore, ils sont réalisés dans les délais à la qualité exigée, mais le problème, ça coûte les yeux de la tête. Et donc, le processus serait faible. Il suffit justement que ce maillon est faible, il rendra toute la chaîne de l'entreprise faible. C'est pour ça qu'on a besoin de pilotes forts, logistique, transport, qui va ingénieriser et mettre en place une ingénierie de transport en amont et pareil qu'on va voir en aval. Cette ingénierie de transport à l'international lui permettra de schématiser des flux de transport à l'international et vérifier est-ce que c'est intéressant de le faire soi-même via des prestataires bien sûr de transport ou le faire ou l'acheter inclus dans le prix d'achat de la marchandise. Et si ça coûte plus cher, donc il serait intéressant à ce transporteur ou plutôt à ce logisticien de transport, avec l'acheteur de cette entreprise de négocier un Incoterm incluant le transport dans le prix d'achat. Et donc, grâce à cela, il peut avoir un output de ce processus, qualité, coût et délai. Maintenant, est-ce qu'il va négocier toutes ces étapes-là s'il s'occupe de transport? Ben non, puisqu'il fait appel à un spécialiste de toutes ces étapes. C'est un spécialiste, c'est pas parce qu'il ne maîtrise pas lui, le logisticien transport ces étapes, non, parce que c'est plus intelligent et QCD de le sous-traiter à un spécialiste qu'on appelle un transporteur, qu'on appelle un freight forwarder, un commissionnaire au transport. Le commissionnaire au transport, c'est une entreprise de transport qui s'occupe de tout pour votre opération, de l'amont vers l'aval, en fonction de ce que vous avez justement négocié avec votre fournisseur. On va aborder c'est qui ce fameux prestataire et comment le choisir et quels sont les principes fondamentaux pour le transport international. Une fois la marchandise est arrivée, toutes ces étapes-là sont réalisées, ils doivent être QCD. Qui prend la main ensuite dans la logistique amont de l'entreprise? C'est la gestion des stocks. Le processus de gestion des stocks, c'est un processus qui contient également plusieurs activités. Ça commence de la réception et ça termine avec quoi? Alors, on commence par la réception. Dans la réception, bien sûr, il y a le contrôle réception avec les enregistrements sur le système et bien sûr l'adressage de cette marchandise qui vient d'arriver et ensuite son stockage. Donc l'adressage, ça veut dire lui donner une adresse et son stockage, c'est-à-dire l'adresser et la stocker physiquement dans nos stocks de façon justement qui répond aux procédures de l'entreprise, mais également évaluer et également fiabiliser ce stock. Ça, là, on est sur les différentes activités de ce processus. C'est un processus qui peut rapidement tomber malade à cause d'une maladie qui s'appelle comment? Le cancer que j'appelle toujours des entreprises, qui s'appelle comment? Les écarts de stock. C'est-à-dire la différence entre le stock théorique système et le stock qu'on a réellement au sein de l'entreprise. Et cette maladie-là, au sein de ce processus, va impacter, si son output est faible, ça veut dire qu'il a un stock, comme dit les logisticiens, un stock pourri. Ça veut dire quoi pourri? C'est pas un stock pourri, ça veut dire c'est un stock où on a énormément d'écart au sein de dans nos références au niveau de nos stocks. Quand on a plusieurs références dans le stock théorique et différent du stock réel, ça veut dire que notre stock n'est pas fiable. Et donc, cet output qui est faible, il rendra encore toute la chaîne faible et en principal, en début, en premier, les approvisionnements. Parce qu'ils ne pourront pas approvisionner, comme on a dit tout à l'heure, la quantité dont il en a besoin. Parce qu'il se base sur les stocks. Donc, le output de la gestion des stocks, c'est l'input de l'appro. Ah, vous voyez, c'est pas dans un seul sens. Ce sont des interactions transverses entre l'ensemble des processus qu'on est en train d'élucider et de étayer pendant toutes ces séances-là et aujourd'hui aussi. Donc, la principale activité du processus de gestion de stock, que ce soit en amont et ça serait la même chose en aval, après la production, ça serait pareil. Un stock fiable,
Ça, c'est la pièce maîtresse de la séance d'aujourd'hui. Avoir des stocks fiables. Tendre vers 0% d'écart de stock. 0% d'écart de stock, ça veut dire tendre vers le 0% de référence qu'on a en stock, qui ont une différence entre le stock théorique par rapport au stock réel. De différence, c'est une référence avec écart. Donc, et ça, c'est la bête noire des logisticiens. Et également un deuxième qui a la chair de poule quand il y a en fait les écarts de stock, c'est la finance, le contrôle de gestion. Donc, parce que les stocks ne sont pas fiables. Et bien sûr, tous les autres, les approvisionnements, la production, etc., qui sont tous impactés par ce processus qui est malade. Et donc, s'il est malade, il rend tout le corps de l'entreprise malade. Donc, on a intérêt à fiabiliser les stocks. Une fois que le stock amont est bien géré, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce stock? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce stock? Et donc, quel est le processus qui va prendre la main? Vous allez me dire, tout le monde va parler de la production, on vous parle de l'industrie là. Donc, tout le monde va me dire, le processus qui prendra la main, ce serait la production. Non, pas encore. Quel est le processus qui est dans la logistique amont et on n'est pas encore dans, et qui va servir la production de la matière nécessaire pour pouvoir produire, lui servir la matière dont on a besoin. Ça s'appelle la servitude matière. La servitude matière, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en anglais également le kitting, picking and kitting. Le picking, c'est quoi? C'est servir selon la nomenclature de notre besoin, c'est-à-dire selon les ingrédients, le maqadir, on va aller dans nos stocks et on va servir juste la quantité dont on a besoin pour pouvoir produire un ordre de fabrication d'un produit. C'est comme à la maison, quand on veut fabriquer, je ne sais pas, vous voulez fabriquer tout à l'heure, allez, vous allez terminer et vous allez partir en cuisine, je ne sais pas, allez, lancez, vous voulez fabriquer, processus production, un cake. Quoi? Vous allez rentrer, produire le cake? Ben non. Vous allez me dire, gestion de stock, elle est déjà faite. Pourquoi? On a un stock où il y a toute la matière, oui, mais vous n'allez pas faire sortir les 50 kilos, les 5 kilos de farine du stock, vous allez faire sortir la quantité nécessaire pour produire. Les œufs, la quantité nécessaire, je ne sais pas, la levure, etc., etc. Tous les éléments de la nomenclature de votre cake, vous allez c'est-à-dire les composants nécessaires à la fabrication de votre produit fini. Et donc, c'est la servitude. Et après, vous allez vous retrouver avec un kit dans lequel il y a Jami' al-Maqadir nécessaire pour pouvoir produire. Et là, la production peut commencer. Donc, c'est un processus extrêmement important pour le tempo et la gestion du flux au sein de la chaîne de production. Si ce processus est faible, ça veut dire qu'il est incapable de servir la production en time, ça veut dire à la quantité des OF dont elle a besoin dans la journée et également à la qualité souhaitée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas en fait des surproduits, ni de surproduits, ni des ruptures, il y a des manquants, shortage sur certaines références. Un cake ne peut pas être fabriqué si vous n'avez pas des œufs. Donc si je fais le kitting, il n'y a pas d'œufs dans votre kitting, la production ne peut pas fabriquer. Et donc ce processus doit être fort grâce à quoi justement? Donc une gestion de production lui-même des kits en time. Donc c'est un processus extrêmement fort. Donc extrêmement important et il doit être justement fort. Pour résumer en fait ce que j'ai expliqué pendant cette séance, c'est la logistique en amont, avant la production. Et qui vient juste après, bien sûr, d'avoir acheté et approvisionné. N'oubliez pas qu'est-ce qu'on a dit. Les processus, c'est comme des électrons qui sont en interaction transverse tous entre eux. C'est-à-dire que l'output de l'un, c'est l'input de tous les autres. Donc, cette succession qu'on est en train de faire, cet enchaînement qu'on est en train de faire, c'est pour comprendre le fonctionnement. Mais l'output de l'un, c'est également l'input de l'autre. Et donc, j'ai dit que la logistique en amont, ça commence par le transport international. Je le résume, qu'est-ce que j'ai dit? Par le transport national ou international, mais c'est ce qu'on appelle le transport en amont. Et s'il est international, il se réalise en 7 étapes de transport. Ensuite, il faut attaquer le processus. Donc, qui prend la main? Casquette, processus gestion de stock de tout ce qui est en amont.
tout ce qu'on achète, il faut le gérer en stock. Matières premières, emballage, pièces de rechange, il faut le gérer en stock. Il faut que les stocks soient fiables. Il faut que les stocks soient fiables. On a dit, c'est quoi la fiabilité de stock? C'est qu'il n'y ait pas justement des écarts au sein de nos références, écart entre le stock théorique et le stock réel. Et quand les stocks sont fiables, justement, on commence à faire la servitude en fonction du besoin de la production, leur servir, c'est ce qu'on appelle la servitude matière, du besoin nécessaire pour pouvoir produire. Maintenant, pour pouvoir produire, quel est le processus qui prendra la main? Et ce processus-là, il est constitué également de combien de sous-processus? Et pourquoi on a besoin de ces 3 sous-processus? Pour ce processus qui va prendre la main, qui s'appelle la production, et j'ai dit qu'il a besoin de 3 sous-processus, et bien, si on veut le savoir, il faudrait qu'on soit là, même heure, même jour, le jeudi, Inch'Allah, jeudi prochain, à la même heure, à 17h. Voilà. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, jeudi prochain. Merci et bon confinement. Restez chez vous et sauvons des vies, c'est important. Restez chez vous et sauvons des vies, Inch'Allah. Ça va passer tout ça, Inch'Allah, bi'idhnillah. Au plaisir de vous retrouver jeudi prochain. Au revoir. On passe ensuite pour les questions, comme d'habitude. Alors, je commence avec M. Asdin Bani. Alors, M. Asdin, parlant des tableaux de bord, pourriez-vous nous parler des principaux indicateurs pour le contrôle du stock? Avec plaisir, M. Bani, ça va être, Inch'Allah, pendant la séance spéciale pour la gestion de stock, parce que quand on va terminer en fait l'ensemble de ces processus pour faire découvrir à monsieur tout le monde et aussi aux personnes et aux experts et toute personne qui est en train de nous suivre les différents processus, on va rentrer dans chaque processus et on va l'ouvrir pour pouvoir répondre justement à la compétence au sein de chaque processus. Maintenant, pour répondre à votre question, au niveau des stocks, il y a plusieurs indicateurs. Il y a des indicateurs de suivi de stock, il y a des indicateurs de performance. Donc, ce sont des indicateurs et des outils d'aide à la décision que vous devez mettre en place et choisir. Choisir les indicateurs les plus pertinents par rapport à votre besoin à vous. On peut définir des indicateurs type, des indicateurs clés, mais est-ce que ce sont les indicateurs que monsieur tout le monde peut utiliser, quelle qu'il soit son activité? Il y en a certains, oui, mais il y en a d'autres qui ne seront pas pertinents pour vous, mais pour d'autres, oui. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait que chaque cas, le mot magique pour répondre à votre question en gros, le mot magique en logistique, c'est quoi? Ça dépend de votre cas. Donnez-moi votre cas, donnez-moi votre... le processus de gestion de stock et c'est quel stock, c'est quel type de stock, etc. Et on pourra définir quels sont les indicateurs pertinents. Maintenant, pour répondre rapidement à, grosso modo, en général, aux indicateurs pertinents qu'on a besoin pour pouvoir contrôler des stocks, j'ai parlé tout à l'heure du taux d'écart de stock. Ça, c'est important. Également, il y a l'indicateur de la rotation du stock. Un indicateur important, c'est le taux de rotation de stock. Le taux de rotation de stock nous permet de savoir est-ce que le stock il est à forte rotation, à faible rotation et donc dormant et donc nous génère des coûts de possession de stock importants, et également la valorisation du stock en termes de valeur, flux, pour savoir quels sont les différents stocks qui nous coûtent plus cher. Également, on peut faire une classification ABC par rapport à plusieurs critères pour nos stocks, pour pouvoir classifier la classe A des stocks selon le critère qu'on choisit, soit en valeur, soit en quantité pour les stocks, soit valeur-quantité, pour pouvoir savoir quelles sont les références qui dépassent en fait notre stock min et stock max dont on a besoin, et donc on serait en rupture ou on est en surstock par rapport à notre besoin. Voilà, on va rentrer encore plus en détail par rapport à ces indicateurs et les tableaux de bord pertinents sur différents types de cas quand on arrivera aux séances de gestion des stocks, Inch'Allah. Oui, alors Youssef Jdawi, il a parlé de freight forwarder. Effectivement, le freight forwarder, j'ai parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle en français commissionnaire au transport. C'est le prestataire de transport qu'on utilise, qu'on choisit. C'est un prestataire, c'est un fournisseur.
qu'on choisit grâce au processus achat aussi. Prospecter, négocier, contractualiser et l'évaluer. C'est un partenaire qu'on doit choisir minutieusement. C'est un partenaire, on doit parler le même langage. Ça doit être, je ne parle pas de fournisseur, je parle de partenaire. Et donc ce partenaire-là, comment le choisir, comment dirais-je, comment fonctionner avec lui, quels sont les outils de pilotage de ce processus pour mieux gérer l'activité avec notre freight forwarder, justement, ça va être dans le cours de transport ou dans la séance du transport et transport international. Des procédures de stockage. J'aimerais bien que vous me partagiez avec nous un exemple de procédure de stockage, si vous en avez. Procédure de stockage. Quand je parle de procédure, ce n'est pas la procédure de stockage, mais votre procédure de gestion des stocks, Monsieur Walim. Votre procédure de gestion de stock, c'est une procédure que vous définissez au sein de votre entreprise et qui détaille à vos collaborateurs qui sont affectés, les ressources humaines qui sont affectées à votre processus de gestion de stock, comment le fonctionnement est réalisé de façon opérationnelle et tactique au sein de ce processus. À savoir, quel est le flowchart? Le flowchart, ça veut dire le logigramme, le diagramme de flux, les étapes que passe un produit depuis qu'il arrive jusqu'à ce qu'il est en stock, jusqu'à ce qu'il est évalué et vérifié, est-ce qu'il est fiable en termes de quantité, en termes également de qualité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rebut, ni d'obsolescence, ni de périssabilité. Donc ces procédures-là, c'est une procédure qui peut être soumise à plusieurs instructions pour faciliter le fonctionnement au sein de votre entreprise avec les différentes activités de ce processus. J'ai parlé au début de l'activité quoi? L'activité réception. Dans la réception, il y a d'abord le contrôle réception. Mais comment la réception est réalisée en détail? Donc ça, c'est une procédure. Qu'est-ce qu'elle dit, votre procédure? Est-ce que le contrôle est administratif, qualitatif, quantitatif, les trois? Quels sont les produits qui sont contrôlés sur les trois? Quels sont ceux qui sont sur échantillonnage, d'autres pas, etc. Et quelles sont les tâches et les activités qu'il faut qu'il réalise chaque opérateur ou chaque collaborateur au sein de cette activité-là. Donc, ce sont les procédures qui sont mises en place. Ensuite, après la réception, bien sûr, le contrôle de réception et l'enregistrement, comment on réalise l'adressage? Donc, c'est une procédure, c'est une clé d'adressage que vous avez définie dans votre entreprise. C'est ça, en fait, les procédures. La procédure, c'est la procédure d'adressage et comment attribuer cette adresse et selon quelles règles. Et donc, cette clé d'adressage, c'est comme la clé d'adressage qu'on a par exemple dans une chambre d'hôtel. Donc, c'est une clé d'adressage qui te facilite de retrouver facilement justement votre chambre. Et donc, c'est une clé d'adressage dans votre magasin pour faciliter de retrouver physiquement le produit dans votre magasin, dans les allées, dans les rayons, dans les niveaux et dans votre alvéole. Et donc ça, c'est une clé d'adressage que vous choisissez alphanumérique et que vous paramétrez dans vos systèmes. Et bien sûr, les procédures de fiabilisation des stocks, notamment comment stocker et comment déstocker de façon QCD avec la règle du FIFO. First in, first out, ou dans d'autres règles. Donc, quand on fait un stockage dynamique, notamment de produits comme des bobines, etc., et dynamiquement, on va les stocker de l'arrière et on va les récupérer de l'avant pour respecter le FIFO, etc. Donc, il y a différents types de procédures, il y a différentes façons de faire, et donc, votre façon de faire, il faut l'écrire dans des procédures. Il faut qu'on écrit ce qu'on fait, et on fait ce qu'on écrit. C'est ça, en fait, dont j'ai parlé tout à l'heure, selon votre procédure de fonctionnement qui doit être. Et si jamais on s'écarte par rapport à nos procédures ou par rapport à notre fonctionnement, c'est-à-dire chaque personne il travaille dans l'entreprise la façon comme il veut, chaque magasinier réalise justement ce stockage de la façon comme il veut, donc on aura un maillon faible au niveau de la gestion des stocks. Et c'est parmi les causes racines de la non-fiabilité des stocks. Donc, première chose qu'il faudrait avoir, c'est des procédures maîtrisées. Des procédures maîtrisées, c'est des procédures écrites qui définissent ce qu'on fait et dans lesquelles on écrit ce qu'on fait et dans lesquelles on applique ce qui est écrit. Donc, dans les deux sens. Il faut les mettre à jour, bien sûr, tout le temps. Voilà.
Selon la nomenclature du produit, Monsieur Manil, oui, j'ai parlé de la nomenclature, effectivement. Selon la nomenclature du produit, on va réaliser, bien sûr, le kitting et la servitude de la matière. Vous nous dire comment peut-on les flux logistiques internes. On y arrivera à ça, monsieur Rahmi, Ismail. Donc, on y arrivera comment piloter les flux logistiques de l'entreprise. Alors, d'abord, il faudrait qu'on connaisse d'abord les spécificités de chaque processus. Pour pouvoir piloter, il faudrait connaître bien sûr les spécificités de chaque processus. Ensuite, on va rentrer pour les piloter ces processus et mettre en place des activités opérationnelles et tactiques dans chaque processus. Et ces activités-là, ils doivent être en interaction transverse avec les autres processus. Et c'est comme ça qu'on doit piloter les flux. Il faut que ça soit en un flux, ce qu'on appelle un flux tendu, et non pas en flux tiré, et non pas en un flux poussé, ou plutôt en un flux dans lequel chaque processus devient immature. Processus logistique, et donc chacun est motivé par ses propres objectifs. Donc le pilotage des flux logistiques internes de l'entreprise vient par d'abord la maîtrise bien sûr des activités de chaque processus. Chaque processus doit maîtriser ses activités, doit bien les piloter avec des indicateurs et des tableaux de bord qui lui permettent de prendre les bonnes décisions, mettre en place les bonnes actions, comme j'ai montré dans le slide d'avant, pour éviter justement les pertes, au niveau de ces activités-là. J'ai perdu la question ici. Oui, pour éviter justement les pertes au niveau des processus. Et donc, c'est waste. Qui dit waste time, et donc waste money au niveau de ces processus. Et donc, le output serait faible et il va générer de la faiblesse. Et donc, il faut maximiser le QCD au sein de tous les processus logistiques et bien sûr tous les autres processus autres de l'entreprise. Il suffit qu'un maillon est faible, il rendra toute la chaîne faible. Et c'est comme ça qu'on pourrait bien piloter les flux. Après, bien sûr, il y a des stratégies qu'on met en place. Et on en parlera une fois qu'on arrivera au niveau du niveau stratégique de l'activité logistique et l'activité supply chain. Donc, c'est un peu prématuré pour le moment. On est en train de ramener tout le monde avec nous sur ce que c'est la logistique. Et petit à petit, vous allez sentir que, bien sûr, le niveau, il commence à augmenter encore plus parce que tout le monde sent qu'on ressente en fait qu'il y ait cette différence ou cette difficulté. Pourquoi? Parce que les acquis commencent à se faire. Je pense qu'il y a eu Voilà. Je pense qu'il y a eu en fait un arrêt au niveau de la vidéo. Alors, j'enchaîne avec la question suivante, la question qui suit. Le Kanban peut être noué entre la logistique. Absolument, monsieur Ofkeli, tout à fait. On peut utiliser plusieurs techniques comme le Kanban, bien sûr. Et donc, c'est ce qu'on appelle le stock atelier qu'on peut utiliser également pour pouvoir optimiser justement cette servitude matière et qu'elle soit QCD. Parce que parfois, la servitude matière, on se retrouve à avoir un temps d'opération à réaliser la servitude matière beaucoup plus importante que la servitude d'un produit noble dans ce kitting. C'est-à-dire le produit noble pour un kitting, on l'a servi en un temps beaucoup plus important qu'un produit non noble qui est dans la nomenclature. Produit noble, c'est un produit qui a de la valeur dans la fabrication du produit fini. Et ce produit non noble, il nous a coûté beaucoup plus cher à le servir que sa valeur lui-même. Donc, on va penser à faire quoi? Il est très sollicité en plus. On pensera à mettre en place un stock atelier, un stock tampon, ce qu'on appelle, avec la méthode japonaise, qu'on appelle le Kanban. Absolument. Donc, la logistique en amont, pouvez-vous aborder, expliquer un peu l'usage des incoterms? Alors, les incoterms, comme j'ai dit tout à l'heure, les incoterms, c'est des termes commerciaux internationaux qui sont négociés entre un fournisseur et un client. Donc, un acheteur, quand il va négocier un produit ou un produit, donc il va négocier également le transport de ce produit inclus dans le prix. Est-ce que ça va être inclus ou pas? Et quelles sont les étapes de ce que j'ai évoqué tout à l'heure est inclus? Il se peut que certains sont inclus et pas d'autres. Il se peut que tout est inclus. Ça dépend de ce qui a été justement négocié dans le contrat. Maintenant, quelle est la stratégie de choisir tel terme ou tel terme? Et le CCI, quand elle a créé ces termes-là, c'est pour faciliter le langage, monsieur Kirami.
C'est pour que باش انا وياك نهضروا la même chose. L'anglais ديالك في الغواتيمالا ماشي l'anglais ديالي انايا في le Gabon. Donc on va pas pouvoir négocier facilement. Et donc c'est pour beaucoup plus faciliter justement ce langage que ces termes à 3 lettres ont été créés. Ils sont en nombre de 11 selon la version 2020 qui est sortie. Ils sont toujours restés 11. Donc avant ils étaient en nombre de 13 en version 2000. Merci Madame Hatimi, merci. Indicateurs doivent être adéquats selon l'activité. Absolument Monsieur Malen, tout à fait. Merci Monsieur Mnen. Merci Monsieur Jeddawi Youssef. La différence entre un manquant et une rupture. Alors, Monsieur Zdel, Madame, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu. Mademoiselle ou Madame Hajar Zdel. Donc, la différence entre un manquant et une rupture. Alors, un manquant, quand est-ce que j'utilise le mot manquant? J'ai une référence que je suis en train de servir à la production et elle manque dans cette servitude de plusieurs produits qui sont nécessaires à la production. Donc la production, elle a un manquant pour pouvoir terminer de produire. Quand je vous dis, ah, j'ai plus d'œufs pour faire mon cake. Donc j'ai un manquant. Donc je fais parler d'un manquant, un shortage, missing parts. Donc un manquant. Par contre, quand je parle de rupture, donc ça c'est la production qui va en parler, il va dire, ah, j'ai un manquant. Par contre, la gestion des stocks ou les approvisionneurs, ils vont me dire, ah, on est en rupture sur les œufs. Donc sur les œufs, on est en rupture de stock. Donc c'est une rupture. Par contre, la production va dire, ah, on est en manquant sur les œufs. Et ben pourquoi? Parce qu'on est en rupture de stock sur cette référence. Voilà en fait la terminologie. Donc une rupture de stock, c'est sur la référence. Et le manquant, c'est le fait que ce produit est manquant pour la production, pour pouvoir produire. Merci Monsieur Tazi. Très bien, Monsieur Minag. Parfait. Merci, Monsieur Ashraf. Merci. Qui fait quoi? Donc, le qui fait quoi, Youssef? Eh bien, on est en train d'expliquer qui, justement, fait quoi pour les incoterms. Donc, c'était pour les incoterms. Les incoterms, c'est qui fait quoi? Ça veut dire qui doit faire, qui doit payer et qui doit en être responsable des différentes étapes que j'ai exactement expliqué tout à l'heure et qui sont les 9 étapes. Parce que je parle d'incoterm, c'est 9 étapes et les 7 étapes, c'est dans le transport. Absolument. Voilà. Ben, merci à tous. Merci pour vos échanges et pour vos questions. Et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, même jour, même heure, à 17h, jeudi prochain, pour la logistique et la séance 4. Et on va aborder un autre processus qui prend la main. C'est le processus production. Restez safe. Merci. Au revoir.